Ok, super. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, moi, je suis chercheur en écologie microbienne à Antony, dans une équipe qui s'intéresse au traitement et à la valorisation des déchets organiques des eaux usées. Alors, par contre, je ne suis pas du tout spécialiste des pathogènes dans ce milieu. Je m'intéresse plutôt aux micro-organismes catalytiques et je vais faire un focus sur quelques études qui me semblaient intéressantes dans ce contexte. Donc, je vais surtout parler de la stabilité du coronavirus dans ces procédés de traitement. Et auparavant, je voulais juste faire un petit aperçu très général des virus dans les procédés, avec l'exemple de la méthanisation que je connais le mieux. Donc la méthanisation, elle repose vraiment sur l'activité catalytique de communautés microbiennes complexes. Par exemple, dans un échantillon de méthaniseurs, on détecte plusieurs centaines d'espèces microbiennes, jusqu'à 1000 par exemple. Par contre, elles n'ont pas une distribution uniforme. Il va toujours y avoir une dizaine, par exemple, d'espèces qui vont être plus abondantes et plus actives et les autres plus minoritaires. Et donc, en conséquence, il va y avoir des virus de ces micro-organismes qui vont être naturellement présents et abondants dans les écosystèmes, dans ces procédés, où ils peuvent se reproduire puisque leurs hôtes sont présents et puis ils sont adaptés à cet environnement. Donc, comme dans les autres écosystèmes, ces virus participent certainement à la structuration et à la dynamique des communautés microbiennes. Mais en termes de santé, ils ne posent pas de problème puisqu'ils sont non pathogènes pour l'homme. Alors, dans le cas de la méthanisation, ils sont encore assez peu étudiés, mais ça commence à être un petit peu étudié. Et bien sûr, comme ce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut avoir des pathogènes qui sont présents parce qu'ils étaient déjà présents dans l'alimentation. Donc, ça peut être des pathogènes de l'homme, mais aussi de plantes ou d'animaux. Et on peut imaginer que dans la plupart des cas, ils vont être minoritaires au sein du réacteur et qu'ils ne vont pas se reproduire puisqu'ils ne sont pas adaptés à cet environnement et que leur hôte n'est pas présent. Par contre, la question se pose du maintien du caractère infectieux en sortie de procédé. Donc là, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut voir quand on prépare des particules virales, donc à partir d'échantillons de méthaniseurs. Donc les virus ils sont très concentrés. Il suffit par exemple, une cinquantaine de millilitres pour pouvoir obtenir suffisamment de particules virales. Donc là, c'est des observations en microscopie électronique. Donc on voit qu'il y a une grande diversité de particules. Et a priori, la plupart de ce qu'on voit là, ce sont des virus de bactéries ou d'archées. Donc, d'où la nécessité pour suivre les pathogènes d'avoir vraiment des méthodes de détection spécifiques. Alors, on a vu avec Marianne, on a commencé à voir qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui influencent la stabilité des particules virales. Et donc, on peut imaginer qu'il y aura des effets différents selon les types de procédés. Donc, quand on regarde trois procédés classiques comme les boues activées, le compostage ou la méthanisation, on a déjà des conditions très différentes en termes de présence d'oxygène ou de température. Donc, pour les boues activées, ça va être en extérieur, enfin la température ambiante extérieure, donc ça va de l'ordre de 15-20 degrés, donc ça va plutôt favoriser une stabilité plus longue des particules virales, alors que pour le compostage, on a une évolution de la température au cours du traitement. La température monte jusqu'à 50, 60, voire 70 degrés. Et puis pour la méthanisation, ça va vraiment dépendre du type de procédé, mais le plus classique en France, je pense que ça doit être les conditions mésophiles aux alentours de 35 degrés. Alors, d'autres paramètres qui peuvent jouer, ça va être par exemple le pH, le temps de séjour, les interactions chimiques, le taux d'humidité et aussi l'activité microbienne. Alors, en ce qui concerne la température, donc Marianne l'a déjà un petit peu évoqué, je vais juste brièvement montrer ce graphique qui est issu d'un rapport de l'ANSES très récent, où ils ont agrégé des données issues de différentes études sur différents types différents coronavirus. Donc, il n'y a pas le SARS-CoV-2 dans ce graphique. Mais ce qu'on voit, c'est que les coronavirus sont très sensibles à la température. Donc, ce qui est montré sur ce graphique, c'est en log la durée de réduction décimale, c'est-à-dire la durée nécessaire pour diviser par 10 la population de virus initialement présente, en fonction de la température qui a été appliquée. Et donc là, ce qui a été utilisé pour mesurer ici, c'est vraiment le TCID 50 dont vous parlez, Marianne, tout à l'heure. Et donc, on voit qu'à 30 degrés, on est dans des durées donc, de réduction décimale qui sont de l'ordre de quelques jours, par exemple 4 jours. Et à 70 degrés, on passe à des durées de réduction décimale qui vont être de l'ordre plutôt de la minute ou quelques minutes. Donc, c'est plutôt encourageant par rapport au procédé à haute température, puisqu'à partir au-delà de 45-50, on est dans des durées de réduction décimale qui sont de l'ordre de l'heure ou inférieures. Et pour le SARS-CoV-2, il y a des données récentes sur la température en particulier.
qui montre exactement la même tendance. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez la présentation. Mais bon, à 22 degrés, par exemple, on passe sous le seuil de détection au bout de 14 jours. Dans la gamme plutôt mésophile, 37 degrés, c'est plutôt au bout de l'ordre de 2 jours qu'on passe sous le seuil de détection. À 55, ça devient de l'ordre de la demi-heure. Et puis à 70 degrés, de la minute. Alors, dans cet article, ils étudient différents paramètres, donc je n'ai pas le temps de tout montrer, mais ce qui est intéressant, c'est que concernant le pH, le virus semble assez peu sensible au pH dans une large gamme, donc pH 3 à 10. Donc là, le virus avait été exposé pendant 1 heure et on voit que le titre, toujours en TCID 50, ne varie pas beaucoup. Bon, mais ça ne veut pas dire que la particule n'est pas sensible à des pH plus extrêmes. Donc, ces études-là, elles sont intéressantes, elles donnent une idée des facteurs auxquels le virus est sensible, mais on ne peut pas directement les transposer au cas des procédés. Donc, puisque, comme vous connaissez bien, donc dans les procédés, on est en présence de matrices hétérogènes et complexes qui peuvent être parfois variables dans le temps. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui interagissent au niveau de la stabilité des particules virales. Et puis, on peut notamment imaginer qu'il existe des interactions stabilisantes entre des particules virales et la matrice. Donc, dans un autre domaine, par exemple, il a été montré que les virus entériques ont une très forte affinité avec des composés organiques synthétisés par les bactéries du microbiote intestinal. Et cette interaction, en fait, leur confère une plus grande stabilité. Il faut également penser qu'en plus d'une dégradation physico-chimique des particules, il peut se produire au sein de ces procédés une dégradation biologique en lien avec l'activité microbienne, par exemple, par la sécrétion d'enzymes qui vont pouvoir attaquer l'enveloppe du virus ou sa structure. Et enfin, pour un même type de procédé, il peut y avoir vraiment une grande variété. Donc, selon les cas, il peut y avoir une variété quand même de technologies et de configurations. Donc, c'est important en complément de regarder des études réalisées dans des conditions plus proches de ce qui est fait sur le terrain. Donc, je vais faire un focus sur 2 articles qui me paraissaient intéressants, un sur le compostage et un sur la méthanisation. Alors, concernant le compostage, donc ça, c'est une étude qui concernait l'efficacité du compostage pour traiter des carcasses de porcs infectés avec un coronavirus. Donc, il y a un alpha-coronavirus alors que le SARS-CoV-2, c'est un bêta-coronavirus, mais ça reste la même grande famille des coronaviridae. Donc, c'était une étude vraiment réalisée en conditions de laboratoire avec un andin de compostage de l'ordre du mètre cube, où ils ont placé des carcasses de porcelets préalablement infectés au sein d'un andin de copeaux de bois. Et donc, des capteurs de température, 3 capteurs de température étaient placés à différents niveaux en vertical, et 2 cycles de compostage de 36 et 37 jours ont été réalisés. Et cette fois, il s'agit d'une quantification du génome viral par la QRT-PCR à la fin de chaque cycle de compostage. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin du premier cycle, ils n'ont pas du tout détecté le virus. À la fin du deuxième cycle non plus. Et ceci malgré, à la fin du premier cycle, une dégradation incomplète des tissus, des porcelets. Et puis malgré une montée en température relativement limitée. Je pense que comme ils ont utilisé des copeaux de bois, ce n'est pas ce qui est le plus facilement dégradable. Ils ont eu du mal à obtenir une augmentation de température. Je crois qu'ils ont même été amenés à mettre des activateurs un peu de compostage. Et en tout cas, voilà, malgré cette faible montée en température, le génome viral n'était plus détectable à la fin du premier cycle. Et donc, d'après les auteurs, ces résultats sont cohérents avec des études antérieures réalisées sur des virus pathogènes, mais complètement différents d'autres familles. Et la température est un facteur important, mais ne semble pas être le seul impliqué. Donc, moi, ce que j'ai retenu de ces articles, c'est que quand on est au-dessus dans des températures de l'ordre de 55 degrés, la température, c'est vraiment le facteur prédominant pour la dégradation du virus. Quand on est en dessous, en conditions plutôt mésophiles, ça ne veut pas dire que le virus ne va pas être dégradé, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la température qui joue principalement, c'est d'autres facteurs, comme peut-être l'activité microbiologique ou la composition du milieu. Alors, concernant la méthanisation, là, c'est une étude plus sur des installations industrielles grande échelle, où les auteurs s'intéressaient au devenir des pathogènes présents dans le fumier. Et donc, ils ont suivi principalement des installations de méthanisation à la ferme. Donc, au total, il y avait 7 installations incluses dans l'étude et ils ont réalisé des prélèvements bi-hebdomadaires sur plus de 6 mois.
Et à nouveau, c'est une détection soit par qPCR, soit par RT-qPCR selon la nature du génome du pathogène. Et donc, dans le tableau en rouge, on voit qu'il y a un coronavirus qui a été suivi dans cette étude, un coronavirus bovin. C'est un bêta-coronavirus, c'est-à-dire différent du SARS-CoV-2 qui est un alpha-coronavirus, mais à nouveau, ça reste la même grande… non, pardon, c'est la même famille. Le SARS-CoV-2, c'est aussi un bêta-coronavirus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'alimentation, le virus a été détecté dans 59% des cas, et en sortie de méthaniseur, il n'a jamais été détecté. Alors que quand on regarde la charge, elle n'était pas négligeable. Ça allait de 10 puissance 2 à 10 puissance 5 copies par gramme humide d'échantillons. Et que pour d'autres virus, y compris viraux, enfin d'autres pathogènes, pardon, y compris viraux, on détectait parfois encore des fortes quantités dans les fluents. Donc, c'est des résultats plutôt encourageants, mais alors ça ne concerne pas, c'est pas directement le SARS-CoV-2. Donc, à nouveau, il faut prendre des précautions pour transposer les résultats. Et pour finir, donc, il y a un projet collaboratif en cours dont Laurent Moulin va vous parler plus longuement puisqu'il est très impliqué, qui concerne un suivi épidémiologique du virus. Et il va inclure, entre autres, des données de quantification par RT-qPCR donc du SARS-CoV-2 lors d'expériences en laboratoire, expériences pilotes, de digestion de bouts de steppe, soit en conditions mésophiles ou en conditions thermophiles. Donc, très bientôt, il devrait y avoir des données qui concernent directement le virus sur ce qui se passe, en tout cas pour la méthanisation. Voilà, je vous remercie et je passe la parole au présentateur suivant,